Cette deuxième séquence de la matinée est consacrée à la première table ronde de la matinée où nous allons évoquer la crise sanitaire que nous venons de traverser et que nous traversons encore en regard de la fragilisation des salariés. Pour cette première table ronde, j'ai la chance d'avoir 3 invités. Je vais commencer par Véronique Bustrel, qui est directrice de l'innovation à l'AGEFIP, Stéphanie Ledorner, responsable de QVT chez Malakoff Humanis, et François Legrand. Je termine toujours par les garçons, cher François. Vous êtes chargé d'études à l'Institut IFOP. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, chers amis, cette table ronde s'intitule « Crise Covid et salariés fragilisés, quel accompagnement mettre en place ?» Alors, je vais vous proposer, pour démarrer tranquillement nos échanges, d'interroger François Legrand, parce que, pour situer le contexte, je crois savoir que vous avez réalisé une étude sur le vécu, la situation professionnelle des personnes en situation de handicap pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous vivons un deuxième confinement, mais je crois savoir d'ailleurs que c'est l'AGEFIP qui a commandé cette étude. Et j'aimerais que, pour situer un petit peu le contexte et nous proposer un corpus de réflexion, on puisse démarrer avec vous, François. Donc, je vais vous demander, cette consultation, de quoi parle-t-elle ? Alors, en fait, le point de départ de la consultation, c'est qu'au début du confinement, avec l'AGEFIP et l'IFOP, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enquêtes d'opinion qui avaient été faites sur la situation des Français par rapport à la période qu'on traversait, mais qu'il n'y avait pas de données qui existaient sur la situation des personnes handicapées. Et donc l'AGEFIP nous a demandé de réaliser une grande consultation qu'on a mis en place ensemble sur le vécu des personnes en situation de handicap. Et c'est une consultation qui a été réalisée en fait à 3 moments avec 3 enquêtes. Une première enquête qui a été réalisée à la fin du premier confinement, une deuxième enquête qui a été réalisée au moment du déconfinement, donc c'était au mois de juin, et une dernière vague d'enquête qui a été réalisée en septembre. C'est donc une enquête longitudinale. On a pu suivre les opinions et les ressentis des personnes handicapées pendant toute cette période. Alors, vous avez interrogé qui, pendant combien de temps et comment ? Alors en fait, on a fait le choix avec l'AGEFIP d'interroger les personnes en situation de handicap à la fois en situation professionnelle, mais également plus généralement des personnes demandeurs d'emploi, des personnes éventuellement retraitées, avec à la fois des questions qui portaient sur la vie professionnelle, mais aussi des questions qui portaient de façon plus générale sur le ressenti des personnes handicapées pendant la période qu'on traversait. Et donc ça s'est déroulé de mai à juin, c'est ça ? Exactement, 3 enquêtes. Alors, comment peut-on lire vos résultats ? Je crois qu'on peut dégager, si mes souvenirs sont exacts, 3 parties. Une sur le vécu des personnes, l'autre sur la vie professionnelle et une troisième sur les perspectives et les inquiétudes. Est-ce que vous pourriez développer pour nous ces 3 parties afin qu'on puisse disposer de ce panorama ? Je crois que la première chose, en fait, c'est que, effectivement, par rapport au vécu général de la période, nous, on s'était rendu compte assez rapidement à l'IFOP que le confinement, lors des enquêtes qu'on a fait lors du premier confinement, avait été plutôt bien vécu, en fait, par la population française, puisque 3/4 des Français, dans nos enquêtes, disaient bien vivre le fait d'être confinés à leur domicile. Et donc, on a souhaité mesurer le vécu du confinement pour les personnes en situation de handicap. Et le premier constat qu'on a pu faire, c'est que le vécu du confinement était beaucoup plus problématique, puisque seulement 60% des personnes en situation de handicap qu'on a interrogées lors de la première enquête nous disaient bien vivre le fait d'être confinés à leur domicile. C'est majoritaire, mais c'est moins que ce qu'on a pu mesurer auprès de la population française, avec un écart de 15 points à peu près. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a également suivi tout au long de la période qu'on traversait à travers les 3 enquêtes, la situation sur le plan psychologique des personnes en situation de handicap, avec des questions qui avaient été également posées lors d'enquêtes auprès de la population française. Et on s'est rendu compte que les personnes handicapées qu'on interrogeait étaient davantage sujettes à de l'anxiété, à de la dépression,
et que l'expérience d'anxiété, de dépression n'avait pas reflué tout au long de la crise du coronavirus, voire même tendait plutôt à augmenter. Ah oui. Et donc vous avez, évidemment, puisque j'imagine que la GFIP vous a accompagné, vous avez évidemment interrogé des personnes dont les handicaps étaient totalement divers. Exactement. Je crois que ce qui est très intéressant en fait avec cette étude, c'est que les personnes en situation de handicap, c'est une minorité de la population française, mais c'est pas du tout une population homogène. Il y a une diversité de situations, de vécus et de ressentis. Et une des richesses de cette étude, c'est qu'en fait, on a pu, avec la GFIP, constituer des échantillons de taille très conséquente, puisqu'on a interrogé entre 3000 et 5000 personnes, ce qui nous a permis ensuite de zoomer en fait en fonction de la nature du handicap des personnes concernées. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le vécu n'était pas du tout le même en fonction de la nature du handicap. Pour vous donner un exemple, Oui. par exemple, sur la question de l'expérience de sentiments d'anxiété ou de la dégradation de la santé mentale, ça concernait une majorité de personnes atteintes par un handicap mental, mais on n'était qu'à 30% chez les personnes souffrant d'un trouble auditif. Donc en fait, il y a une diversité de situations et de ressentis extrêmement importants. Très bien. Et le deuxième grand axe de cette étude concerne la vie professionnelle des personnes en situation de handicap. Alors, on sait tous que pendant cette période inédite, des gens dans la population en général ont été soit en télétravail, soit au chômage partiel, soit en présentiel. Qu'en était-il des personnes en situation de handicap et quels sont vos résultats ? Alors nous, ce qui nous a frappé à l'IFOP, en fait, c'est que donc, dans le cadre de cette partie sur la vie professionnelle, on a pu comparer en fait la plupart des résultats de la consultation donc, obtenus auprès des travailleurs handicapés avec ceux qu'on avait obtenus dans nos enquêtes menées auprès de la population active française. Et le premier constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, le vécu des travailleurs handicapés, il était très proche de celui des valides. On a retrouvé parfois au chiffre près dans l'enquête dans la consultation à GFIP, les mêmes résultats que ceux qu'on avait dans les enquêtes auprès de la population active française. Donc le vécu professionnel n'a pas été si différent que ça. Lors de la première enquête qu'on a réalisée, il y avait à peu près 30% des travailleurs handicapés actifs qui étaient en télétravail, proportion très proche de celle qu'on a pu mesurer dans la population active française. Lors de la deuxième vague d'enquête, on était monté à plus de 50% de reprise physique du travail, mais c'était au moment du déconfinement. Et on était à pratiquement 75% des travailleurs handicapés qui avaient repris le travail en présentiel en septembre. Ah oui. Ce qui est formidable dans cette étude, c'est évidemment le soin que vous avez pris de comparer la situation des personnes en situation de handicap avec la population générale. Et donc là, on voit bien que finalement, il y a des similitudes tout à fait évidentes. La troisième partie de cette étude concerne la prospective. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont, comment voient l'avenir les personnes en situation de handicap que vous avez interrogées d'une part, et y a-t-il des inquiétudes, peut-être des angoisses ou des perplexités que vous avez pu mettre en lumière ? Alors la première chose, je crois, c'est que il y a un consensus parmi les personnes en situation de handicap en activité professionnelle, c'est qu'il y aura un avant et un après crise du coronavirus dans l'organisation du travail. Donc les travailleurs handicapés qu'on a interrogés ont le sentiment très largement que la crise qu'on a traversée aura un impact sur l'organisation du travail. On pense notamment au développement du télétravail, on pourra en reparler. Plus généralement, nous, en fait, on a souhaité, à travers ces 3 consultations, mesurer le niveau d'inquiétude des personnes handicapées. Ce qu'on a vu, c'est qu'on avait une courbe qui était assez proche de celle qu'on mesurait dans la population française, un niveau d'inquiétude élevé au moment de la fin du confinement, à la fois sur les dimensions sanitaires et sur les dimensions économiques. Une inquiétude qui était retombée en partie, même si elle restait importante, à la fin du déconfinement, avec justement cet état d'esprit où tout le monde pensait que c'était terminé ou que ça allait bien se passer. Et en septembre, quand on a réalisé la nouvelle enquête, on s'est rendu compte que le niveau d'inquiétude était à nouveau en train de repartir à la hausse. Ah oui, donc le deuxième confinement qui arrivait, était déjà annoncé par cette inquiétude. En tout cas, l'inquiétude à la fois sur les aspects économiques et sur les aspects sanitaires était repartie à la hausse.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi amené donc les personnes qu'on interrogeait à se positionner, est-ce qu'ils étaient plutôt inquiets des aspects économiques ou plutôt inquiets des aspects sanitaires. Et la population était très partagée, avec à peu près 50% qui disaient craindre avant tout les aspects économiques et l'impact économique de la crise, et 50% plutôt les aspects sanitaires. Mais face à ce constat général, en fait, on voyait qu'il y avait des différences notables en fonction de la situation professionnelle des personnes qu'on interrogeait, avec les demandeurs d'emploi et les indépendants, les commerçants, les chefs d'entreprise, assez logiquement, qui étaient beaucoup plus nombreux à se positionner sur l'inquiétude économique. Est-ce que c'est ça, l'inquiétude reposait aussi sur la façon de générer des revenus, j'imagine. Est-ce que l'inquiétude vis-à-vis du salaire, du revenu en général, se différencie en fonction des catégories socio-professionnelles, c'est ce que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi un indicateur qu'on a pu reconduire, qui est un indicateur historique de l'IFOP qu'on pose depuis plusieurs décennies, où on demande en fait aux personnes s'ils ont le sentiment de s'en sortir facilement ou difficilement avec leurs revenus. Et quand on mène cette enquête, des enquêtes dans la population française, on a généralement 50% des Français qui disent s'en sortir facilement et 50% qui disent s'en sortir difficilement. Et donc on a reconduit cette question à l'identique dans la consultation, et on s'est rendu compte qu'on était à 70% des personnes handicapées qui nous disaient s'en sortir difficilement, contre seulement 30% qui disaient s'en sortir facilement. Donc à peu près 15 à 20 points de moins que ce qu'on mesurait dans la population française, avec une décrue entre ce qu'on avait pu mesurer lors de la première vague d'enquête, où on était plutôt à 37% qui disaient s'en sortir facilement. On est tombé à 30% lors de la deuxième vague d'enquête, donc on voit un impact quand même économique de la période qu'on traversait. Et à nouveau, deux populations qui ressortaient, les personnes demandeurs d'emploi et les commerçants indépendants, qui étaient significativement plus nombreux à dire s'en sortir difficilement. Oui, donc un panorama un petit peu sombre, j'ai envie de dire, sur cette question-là particulièrement. Mais avant de poursuivre et d'échanger avec nos invités, une dernière petite question. Y a-t-il dans cette enquête un point un peu optimiste? Alors, nous, on a vu quelque chose qui nous a beaucoup intéressé à l'IFOP et qui a aussi intéressé l'AGFIP, je crois, c'est que intuitivement, en réalisant cette enquête, on s'imaginait que sur le plan de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, les grandes entreprises seraient entre guillemets plus vertueuses parce que mieux outillées, mieux équipées, mieux organisées. Et on s'est rendu compte que sur la prise en compte du handicap dans l'organisation des modalités de travail, à la fois pendant le confinement, donc la première enquête, et au moment du déconfinement, c'était plutôt les TPE et les PME qui étaient les plus vertueuses et qui avaient davantage organisé le poste de travail, les modalités de travail pour accompagner la personne. Ah oui, effectivement, ça c'est très optimiste parce qu'on sait tous les uns comme les autres que les PME et les TPE représentent un bassin d'emploi gigantesque pour demain, et finalement les PME montrent aussi une capacité d'innovation et de réaction et d'adaptabilité. Merci, je vais y arriver. Et donc là, on imagine que les mesures d'accompagnement ont été tout aussi créatives et innovantes. C'est ce que vous avez pu voir également? Nous, on a le sentiment en tout cas que ça montre que rien ne vaut la relation de proximité entre le manager, le chef d'entreprise et la personne. Et l'adaptabilité des TPE, la prise en compte du handicap, plus importante à la fois au moment du confinement et du déconfinement, en tout cas laisse à penser que la relation de proximité entre le manager, le dirigeant et le collaborateur est très importante. C'est ça. Et ça, c'est effectivement une très belle note optimiste. Merci beaucoup, François. Je vais maintenant passer la parole à Véronique Bustrel, qui est directrice de l'innovation à l'AGFIP, notre partenaire pour cette matinée. Véronique, on ne va pas faire comme dans certaines conférences, on se connaît, donc on va se tutoyer. Moi, je n'arriverai pas à te vous voyez. Voilà. Donc, avec la permission des auditeurs, je vais m'autoriser le tutoiement. J'aimerais te poser une première question sur ce que vient de dire François, devant cette étude que vous avez pu commander. Quelle est
tout simplement ta première réaction à la lumière et à l'écoute de cet exposé. Merci Charles, merci de nous accueillir ce matin et merci à François pour cette brillante restitution de nos 3 salves, nos 3 vagues d'enquêtes qui ont été conclues, on va dire, entre le mois de mai et le mois de septembre. Peut-être, moi j'aimerais revenir sur notre motivation à la GFIP. Qu'est-ce qui a fait que, en cette période si particulière, on a eu le besoin d'aller rechercher cette information? C'est typiquement... on a tous été frappés par finalement le choc et on s'est immédiatement à la GFIP interrogé sur finalement cet impact que l'on reçoit nous personnellement dans notre vie professionnelle et personnelle. Qu'est-ce qui se passe pour finalement nos bénéficiaires, les personnes auxquelles on s'adresse, que ce soit d'ailleurs les employeurs comme les personnes en situation de handicap. Et c'est la raison pour laquelle très rapidement on s'est mis en fait en action autour de 2 volets. Un volet étude-analyse pour percevoir finalement ce qui se passait dans la vraie vie des gens, avec cet impact très fort, puisque François le signalait, on a eu beaucoup de réponses en très peu de temps, ce qui est assez remarquable, et donc un panel très riche, et donc des enseignements très précieux pour nous. Et puis, on s'est mis aussi immédiatement en marche pour mettre en place des solutions qui permettaient de répondre à ce que nous, on avait pu identifier, ce que nos partenaires nous avaient signalé, et les enseignements, en prenant en compte les enseignements des 3 vagues. Et pour nous, c'est vraiment très précieux parce que ce qu'identifiait l'IFOP dans les travaux qui ont été conduits, c'est pour nous des enseignements à la fois sur finalement ce que cette situation va avoir comme impact sur la vie des gens, la vie professionnelle des personnes, dans leur diversité, et de pouvoir identifier finalement des leviers là où on doit être présent pour être aidant pour les personnes et pour les employeurs. Donc ça, c'est pour moi les enseignements les plus précieux, et c'est vrai que je remercie beaucoup l'IFOP parce que vraiment on a eu un travail très intéressant, très important, et c'est un travail qu'on continue en fait à dérouler pour pouvoir vraiment être efficace dans la réponse qu'on apporte dans cette situation, puisqu'on a vu toutes ces vagues qui se répètent en fait. On va dire que ce sont des séismes qui viennent à chaque fois réinterroger la place des personnes, et pour nous c'est vraiment très important d'être là. Merci beaucoup Véronique, effectivement. Alors la comparaison entre la population générale et la situation des personnes en situation de handicap est au cœur de cette étude. Que révèlent cette comparaison? Que révèlent ces résultats finalement? Alors ça révèle qu'en fait, j'irai peut-être un petit peu plus loin que François, c'est-à-dire à la fois des similitudes, mais aussi des différences. Voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de similitudes sur un certain nombre finalement de réactions, parce que les personnes en situation de handicap sont des personnes comme les autres, et que du coup, elles ont des réactions comme les autres, mais parfois, du fait de la situation de handicap, mais aussi du fait de l'environnement, mais aussi du fait finalement du contexte économique et social de leur employeur. François le disait, en fonction de la taille de l'entreprise, on n'a pas forcément les mêmes réactions, on n'a pas forcément les mêmes réponses, et de facto, on va avoir une diversité, une disparité d'approches. Et c'est vrai qu'on l'a noté effectivement sur la taille des entreprises, on l'a noté sur la différence de typologie de handicap. On a noté des choses très, très, très variables. Et concernant le vécu, finalement, des personnes, on voit bien que cette situation, et François le notait, ce que nous, on a vraiment pointé, c'est qu'on aurait pu imaginer que cette première vague et le confinement pourrait être, entre guillemets, un soulagement pour un certain nombre de personnes en situation de handicap, en se disant, au fond, il y a un filet de sécurité très protecteur qui est proposé, avec la possibilité d'être en activité partielle, la possibilité d'être en arrêt maladie du fait de la vulnérabilité particulière des personnes, ou la possibilité de continuer à travailler. Mais on s'est aperçu aussi qu'on avait besoin aussi de mettre en place des réponses opérationnelles. Réponses opérationnelles pour favoriser le fait, pour des personnes en situation de handicap, de continuer à travailler, donc d'être mobile. La possibilité pour les personnes en situation de handicap de continuer à avoir une activité quand elles sont travailleurs indépendants, ou de les aider dans leur trésorerie. La possibilité de les accompagner dans leur poste de travail,
en télétravail avec les aménagements de postes qui vont bien, pour celles qui étaient en formation, de pouvoir continuer leur formation avec des aménagements de postes financés par la GFIP et parfois par d'autres acteurs. Et pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir continuer à accompagner les personnes dans leur parcours. Les personnes en situation de handicap, malgré tout ce que tu viens de nous exposer, ont-elles raison d'être pessimistes, comme l'indique le... Alors, je ne sais pas, Charles, si elles ont raison d'être pessimistes. En tout cas, elles ont raison d'être inquiètes. À raison, au vu de la situation, elles ont raison, en tout cas, de ne pas être d'un optimisme insondable. Par contre, c'est vrai qu'il nous appartient de faire en sorte que ces prévisions pessimistes ne se réalisent pas. Et ça, ça ne dépend pas des personnes, ça dépend de nous tous. C'est-à-dire que c'est un effort collectif que l'on doit mettre en place, employeurs, monde du service public de l'emploi, acteurs du monde économique, pour qu'on puisse accompagner au mieux les parcours et éviter effectivement que les inquiétudes des personnes en situation de handicap se réalisent. Inquiétude de perdre leur emploi, inquiétude que potentiellement leur situation se dégrade, inquiétude peut-être que leur parcours professionnel soit interrompu durablement, avec des personnes qui parfois sont très éloignées de l'emploi et pour lesquelles c'est parfois compliqué. Et puis on a une catégorie de personnes sur lesquelles nous on a une vigilance très particulière à la GFIP. Ce sont des personnes qui aujourd'hui sont en emploi, ce sont des personnes qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement reconnues travailleurs handicapés, et ce sont des personnes qui potentiellement pourraient avoir des vulnérabilités révélées par cette situation, parce que peut-être dans la période dans laquelle on entre, c'est une période où on va avoir une forme d'intensification du travail, une forme de réorganisation du travail, une forme de polyvalence accrue et des modalités nouvelles d'organisation du travail qui vont faire que des personnes qui aujourd'hui sont incluses dans l'emploi, sont en activité, peut-être demain sont juste à la limite et peuvent basculer de l'autre côté. Et donc, il faut qu'on soit présent aux côtés des employeurs et des personnes pour pouvoir leur garantir que s'il y a basculement, elles ne seront pas laissées sur le bord du chemin et qu'il nous appartient de pouvoir mettre en place les éléments. Et ça, c'est vraiment un challenge que l'on a, nous, collectif. C'est-à-dire que vous receviez il y a quelques minutes Madame la Ministre. C'est un challenge qu'on a avec l'État, c'est un challenge qu'on a avec les partenaires sociaux, c'est un challenge que l'on a avec les acteurs du service public de l'emploi. Et j'ai envie de dire, c'est un challenge partagé avec les employeurs. Parce que c'est vraiment avec l'ensemble de ces acteurs que l'on doit faire que cette situation qui est crainte par les personnes de voir leur situation se dégrader, et ça c'est vraiment un point extrêmement fort et un vrai différentiel par rapport à la population générale, c'est cette fragilité, cette vulnérabilisation dans la société de leur situation liée à la situation sanitaire, économique et sociale. Et là, on doit être au rendez-vous. Et moi, j'ai envie de dire que c'est notre rôle d'être au rendez-vous. Et si on ne l'est pas, il va falloir qu'on se bouge sérieusement pour vraiment être là, présent, et faire en sorte que ces situations ne soient pas des situations critiques pour les personnes concernées. C'est une belle promesse, effectivement. Merci, Véronique. J'ai envie de te poser encore une question sur la façon dont on peut agir sur les employeurs. Parce que, comme tu viens de l'expliquer, c'est une nécessité collective de prendre en compte cette situation et de prendre des décisions d'accompagnement. Mais comment on agit auprès des employeurs alors, quand on est la GFIP, évidemment, ou en général? Alors, moi, je crois qu'il y a plusieurs possibilités d'action. Première possibilité, on évoquait tout à l'heure des outils de communication. Vous parliez de mon parcours handicap. À la GFIP, on s'engage beaucoup sur des questions de communication et d'information. Parce que c'est ce levier de l'information, informer sur les possibilités d'appui, les possibilités d'action, les aides qui existent, les mesures qui sont développées. La GFIP a engagé 40 millions d'euros depuis le début de la crise, spécifiquement sur des mesures exceptionnelles. On en a aujourd'hui engagé plus de 25 millions et on est encore en train d'agir pour faire en sorte que les employeurs ne soient pas non plus laissés seuls face à ces situations. Donc on a le devoir à la fois d'informer,
d'accompagner, de faciliter l'accès à nos mesures. On a mis en place des mesures de facilitation sur des reconductions, sur des simplifications de mobilisation de mesures. Il faut vraiment pouvoir être au rendez-vous. Et puis, je pense qu'il y a aussi d'autres outils, des outils d'accompagnement, mais qui sont des accompagnements de situation ou de parcours qu'on doit pouvoir mobiliser plus intensément dans cette période. Et je crois que si on est là en train de se mobiliser sur des aides qui sont disponibles, de l'information qui est mise en place, et puis le soutien de pairs, autres acteurs de l'entreprise qui traversent les mêmes situations et qui peuvent partager finalement des pratiques, des possibilités, des aménagements, des organisations. C'est notre rôle. On a un réseau de référents handicap à la GFIP qui est très nourri, qui a aussi la capacité de développer des initiatives et des innovations. Et bien, c'est l'occasion de pouvoir les mettre en pratique, de mettre un réseau en action. Et je pense qu'on peut être aidant pour ces entreprises. On doit aussi s'appuyer sur nos partenaires. Et c'est, je crois, aussi une source de succès, de savoir travailler avec d'autres, de pouvoir s'appuyer sur un réseau, sur l'ensemble du territoire national. Et c'est là notre force. Et je pense que cette force, on doit la communiquer aux entreprises. Merci beaucoup, Véronique. C'est tout à fait intéressant et passionnant. Et j'aime beaucoup cette idée de collectif, finalement, de nécessaire collectif pour pouvoir affronter une situation aussi complexe que la crise sanitaire, sociale et économique que nous affrontons tous en même temps. Et justement, je vais me tourner vers une entreprise d'ailleurs, qui est au cœur des problématiques du handicap en France. C'est Malakoff Humanis. Stéphanie Le Dorner, vous êtes responsable QVT. Et je crois qu'il y a un autre titre, je voudrais... Et santé au travail. Alors, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Et est-ce que vous pouvez nous représenter Malakoff Humanis ? Parce que, évidemment, entre nous, on connaît bien la maison, mais il me semble intéressant que nos auditeurs puissent avoir un point d'éclairage sur ce que fait Malakoff Humanis. Avec plaisir. Donc Stéphanie, j'ai en charge les sujets qualité de vie au travail et santé au travail au sein du groupe rattaché à la direction des ressources humaines. En 2 mots, Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale avec 2 métiers, l'assurance de personnes et la retraite complémentaire. On est environ aujourd'hui 10 000 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Très bien. Alors, on vient d'écouter les résultats d'une enquête sur le vécu des personnes en situation de handicap et sur la situation professionnelle des personnes en situation de handicap. Véronique Bustrel de la GFIP nous a donné des pistes d'accompagnement. On est vraiment au cœur de notre sujet de ce matin. J'aimerais vous demander, Stéphanie, comment vous avez vécu cette crise et quelles ont été vos premières alertes et vos premières réactions pendant ce confinement et pendant les jours qui ont suivi l'annonce de la crise? Je pense qu'on l'a vécu comme tout le monde, de manière très soudaine et inattendue, avec rapidement des entreprises qui ont dû se mobiliser pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement. Il a fallu réfléchir, il a fallu être créatif, il a fallu poser la question aux collaborateurs qu'on a accompagnés, parce que je pense que c'est important aussi de les solliciter. Et dans les premières réactions sur nos collaborateurs qui sont en situation de handicap, on a mis en place un dispositif d'accompagnement avec une équipe pluridisciplinaire. Donc on a cette chance d'avoir des médecins du travail en interne, on a des référents mission handicap et on a aussi une psychologue du travail en interne. Et on a proposé, on a fait une prise de contact spécifique avec l'ensemble de nos collaborateurs en situation de handicap pour leur proposer un dispositif d'accompagnement que beaucoup d'entre eux ont saisi avec comme première proposition finalement de réaménager l'espace de travail au domicile du collaborateur avec une très grande mobilisation de nos équipes informatiques et nos équipes environnement du travail qui ont permis de livrer les matériels qui étaient nécessaires. Nous avons travaillé sur certains dispositifs avec la GFIP pour certains collaborateurs sur des équipements spécifiques. L'objectif, c'était de les mettre dans des conditions de travail à l'identique au possible de ce qu'ils pouvaient connaître sur nos sites. Et on a mis à disposition, après on a fait beaucoup
d'échange. Donc, on a gardé le lien. Je pense que c'est important de se dire aussi qu'au-delà de tous ces accompagnements, il y a un besoin de garder le lien avec les collaborateurs. Donc, on a mis en place des dispositifs aussi sur cette thématique-là. Et on a proposé régulièrement, par échange de visio, avec les équipes en fait auprès des collaborateurs pour aménager son espace, pour avoir les bonnes postures, pour bouger, pour éviter finalement d'entretenir des TMS plus que ce qu'on pourrait identifier. Donc toute cette équipe s'est mobilisée et après à disposition la psychologue en direct, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude puisqu'il y a un lien qui passe avec le médecin du travail pour les collaborateurs qui étaient dans des difficultés psychologiques et qui avaient besoin d'avoir cette écoute et cette attention à certains moments de la période de confinement. Et en sortie de confinement, on a mis en place le dispositif qui nous a paru essentiel. C'était pour nos collaborateurs sourds et malentendants, puisqu'on a une communauté de collaborateurs sourds et malentendants. Et très rapidement, on s'est rendu compte que le masque chirurgical était une barrière dans les échanges. Donc on a mis en place ce que nous avons aujourd'hui, rapidement le masque inclusif, évidemment à la fois pour eux dans leur collectif, mais aussi auprès des managers, des collectifs de travail, pour continuer à permettre cette communication entre nos salariés aujourd'hui. Très bien. Effectivement, le masque inclusif est une aubaine pour nous tous qui travaillons dans le secteur. Je crois savoir, en tant que responsable de QVT, que vous avez mis aussi à disposition une offre particulière, notamment lorsqu'on a préparé cette émission tous les deux, vous m'avez parlé de parentalité. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez mis en place? Parce que lorsqu'on se retrouve chez soi en télétravail, on perturbe la vie de famille et on perturbe sa vie professionnelle. À quoi vous avez pensé exactement? En fait, quand on a préparé aussi ensemble, j'ai expliqué que je pense qu'il fallait entretenir le fait qu'on va bien et comment on fait pour continuer à aller bien et qu'est-ce que l'entreprise peut mettre en place pour garder cette dynamique qu'on trouve d'habitude sur son lieu de travail quand on est en échange physique avec l'ensemble de ses collègues. Et en fait, on a mis en place un dispositif qu'on a appelé l'offre QVT, tout distanciel. Et dans l'offre QVT tout distanciel, effectivement, on s'est posé la question des parents. Pourquoi on s'est posé cette question? Parce qu'au premier confinement, pour rappel, il n'y avait pas d'école. Donc en fait, on travaillait avec l'ensemble de sa famille, ses enfants. Et quand on avait des enfants en bas âge, c'était pas forcément simple d'allier les deux. Donc on a mis en place un dispositif de webinaire sur finalement comment concilier télétravail et l'occupation de mes enfants dans l'organisation de la journée. On a mis en place des challenges pour les familles. En se disant que si on proposait des challenges pendant que l'enfant participait au challenge, ça permettait aux parents d'avoir peut-être une heure de tranquillité à ce moment-là, avec donc des votes par les collaborateurs. Donc on a fait des challenges de dessin, de vidéo, autour de l'art, beaucoup la musique. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et ouais. Ce qui était... Parce que ça pourrait paraître comme ça anecdotique pour plein de gens, mais là on a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, ouais. On a des RH notamment, avec le sujet qui est le nôtre ce matin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme ludique finalement, mais très efficace? En fait, le côté surprenant, ça a très bien fonctionné dans la participation. Donc ouais. Ça, c'était super. Et ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on a fait voter les collaborateurs. Et en fait, on a eu un taux de participation aussi au vote qui permettait aux enfants de pouvoir gagner quelque chose, en fait. Et les collaborateurs, parents ou non, se sont mobilisés aussi sur le dispositif. On a eu un taux de fréquentation au webinaire intéressant. Et on a mis en place, dans l'offre QVT, on a été très attentifs à continuer à amener le sport au domicile des collaborateurs. Et dans notre offre sportive digitale, on avait aussi une offre sport en famille qui était animée par des stagiaires STAPS qui nous ont fait un programme super pendant la période. Et en fait, le sport en famille s'était tourné autour de jeux, le jeu de loi qui permet de faire du sport avec ses enfants. Et les collaborateurs ont pu s'approprier après pour continuer à le faire. Donc on a essayé en tout cas de balayer un certain nombre de sujets. Donc on a traité la question du sport. On a fait des choses autour du bien-être, prendre soin de soi, donc de la méditation, de la sophrologie, du pilates.
avec beaucoup de webinaires aussi sur la santé. Animé par les équipes de santé au travail en interne sur les postures. C'est-à-dire, c'était vraiment l'idée de continuer à faire attention à soi pendant cette période-là et d'avoir accès à tout ce dispositif qui était en accès libre. On s'inscrivait et qui était en accès libre et qui était en live. Le côté intéressant, c'est que tout se faisait en live, donc on avait accès aux coachs pour poser ses questions, aux différents intervenants pour poser ses questions. Donc on continue à utiliser aujourd'hui ce dispositif. On l'enrichit des demandes et de ce qu'on a appris sur le sujet. Et on a beaucoup accompagné pendant cette période aussi les managers parce que, effectivement, tout à l'heure, vous avez... Pardon, du coup, si c'était une question. Non, mais je vous en prie. J'allais vous poser la question de l'accompagnement des managers, parce que effectivement, là, on est presque en train de peindre un monde idéal, formidable. Je vous disais au téléphone, on a envie de rentrer chez Malakoff Humanis. J'allais te le dire, Charles. Véronique, qu'est-ce que tu en penses? J'allais te le dire. J'avais presque envie de me reconfiner chez Malakoff Humanis pour pouvoir vivre cette expérience live. Ah oui, j'ai même posé la question du modèle absolu de l'entreprise, parce que là, on se dit, waouh, un monde idéal. Alors, mais dans un monde idéal, il y a des collaborateurs, puis il y a des managers. Alors, comment on accompagne les managers pour que cette situation qui paraît utopique et qui pourtant est une réalité chez vous, prenne sens dans ceux qui décident? En tout cas, sachez qu'on s'est fait plaisir dans la création effectivement de l'offre parce qu'il y avait la possibilité d'avoir cette créativité, cette innovation et les équipes qui ont réfléchi à cette offre, il y avait un côté effectivement plaisant sur le dispositif. Donc on a pris plaisir à la proposer. Il a fallu effectivement, ce que vous avez dit à juste titre tout à l'heure, qu'il y a une relation avec le manager qui est importante, qui est la relation de proximité avec les collaborateurs et qui permet aussi d'être aujourd'hui une source d'information pour pouvoir prendre en charge, si nécessaire, des accompagnements. Et certains managers, pour information, n'avaient jamais eu d'équipe en télétravail avant le premier confinement, donc n'avaient jamais fait de management à distance. Donc c'était une découverte pour certains managers. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre de dispositifs sous forme classique, de webinaires ou de fiches pratiques pour donner aussi quelques clés. Qu'est-ce que ça veut dire le management à distance? Comment tu te positionnes? Comment garder le lien? Comment tu remontes les infos et à qui? Donc on avait fait un circuit aussi pour les managers pour qu'ils puissent remonter des situations, soit sur des thématiques d'équipement, soit sur des thématiques de difficultés. Et aussi pour eux, parce que être manager en cette période-là, c'était pas forcément simple non plus, parce qu'il fallait se réinventer dans son animation du collectif. Et je pense que ce sont eux qui sont au quotidien avec les équipes et on ne peut pas se passer de la collaboration avec les managers. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un binôme qui se crée et dans l'enquête, vous l'avez dit, dirigeants, managers et collaborateurs. Et effectivement, c'est important, c'est toute cette ligne managériale est en direct au quotidien avec les équipes et en capacité d'identifier s'il y a des situations à risque ou des situations de difficulté. Et comment vous voyez l'avenir, là, c'est dans les semaines qui viennent? Sur la question de la qualité de vie au travail, je vous demande pas de sortir votre boule de cristal, Stéphanie. Non, je n'aurais pas osé. Non, parce que voilà, on a dressé un portrait, on a commencé à regarder les leviers d'accompagnement pour les entreprises, et avec votre exposé, là, on est au cœur d'un dispositif d'accompagnement assez exceptionnel pendant la crise. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire demain? On se questionne beaucoup. On avait beaucoup de dispositifs en présentiel. On était plutôt sur des dispositifs avec des activités qui se passaient sur les sites et on avait une offre distancielle très peu développée. Aujourd'hui, le télétravail se développe de manière officielle. Je parle en dehors du télétravail lié aujourd'hui à la crise sanitaire. On va avoir de plus en plus de collaborateurs qui vont être dans ces situations de télétravail jusqu'à 2 jours par semaine. Et on se questionne sur finalement comment on arrive à maintenir cette offre mixte pour pas perdre le présentiel, parce que ça reste très important et on a besoin et envie tous, je pense, de retrouver aussi ce lien physique et pas uniquement à distance avec les personnes qui nous entourent. Donc on réfléchit à avoir un mixte présentiel-distanciel parce que c'est un dispositif qui est saisi, parce que c'est un dispositif que les collaborateurs apprécient et parce que peut-être que quand on est en télétravail, on a aussi
je ne sais pas comment l'exprimer, mais cette facilité d'aller saisir cette activité distancielle, là où quand on est sur site à son poste de travail, on est peut-être un peu moins sensible. Donc on a vraiment ces réflexions, et on a des réflexions de mesurer, parce que du coup, là, on vous raconte à chaud, on est encore dedans aujourd'hui. Je pense que c'est important, vous l'avez dit, je pense, tous les deux. Donc on réfléchit à mesurer, et mesurer aussi pour choisir les bons thèmes à accompagner demain, parce que je pense que les collaborateurs ont des choses à dire aussi sur ce sujet-là. Bien sûr, merci beaucoup. Merci à vous. Pour terminer cet échange et cette table ronde, j'ai envie de vous proposer à chacun un petit mot de conclusion. Mesures d'accompagnement, quelques traits d'optimisme, malgré une situation un petit peu sombre présentée par François tout à l'heure. François, est-ce que vous avez envie de dire un petit mot pour terminer ? Peut-être en conclusion, moi je dirais qu'on a aussi, parce qu'il faut finir aussi sur une lueur optimiste, on a fait avec Véronique un autre baromètre qui porte aussi sur l'emploi des personnes handicapées, mais dans lequel on n'interroge pas des personnes en situation de handicap, et on interroge des salariés, des employeurs et la population française. Et nous, on a eu la bonne surprise de voir que sur les indicateurs de facilité d'emploi des personnes handicapées, sur la propension à embaucher des personnes en situation de handicap, eh bien, on avait une embellie par rapport à ce qu'on avait pu mesurer à la même époque l'année dernière. Merci beaucoup. Effectivement, c'est bien. Véronique. J'ai envie de rebondir à la fois sur ce que vient de dénoncer François, parce que c'est vrai qu'avec le baromètre de perception de l'emploi des personnes handicapées qui a été publié au mois de novembre, c'est vrai qu'on était très attentif de savoir sur ce troisième baromètre si on aurait une tendance critique, avec effectivement une distanciation, et c'est pas le cas justement, avec une vraie vigueur dans la volonté d'aller vers l'emploi. Moi, j'ai envie de dire que on va dire des indicateurs qui sont plutôt favorables, on va dire. On a des volontés qui sont présentes. Moi, j'aimerais que, par rapport à ce que vient d'énoncer Stéphanie, on puisse se dire que aussi cette période, c'est une période qui est riche d'enseignements pour nous, parce que ça peut nous amener à être plus réactifs, plus agile, proposer de nouveaux cadres de travail, peut-être proposer des cadres de travail plus adaptés à certaines situations de handicap ou à certaines personnes ou à certaines façons de concilier sa vie au travail et une meilleure qualité de vie au travail. Et j'ai envie de dire que si on sort de cette expérience avec des volontés d'améliorer réellement la qualité de vie au travail et la santé au travail des personnes pour faire du travail en santé, eh bien, je pense qu'on aura aussi traversé une période difficile, mais avec des enseignements porteurs pour l'avenir, de meilleures vies collectives et du vivre ensemble. Et je pense que c'est ce que on peut se donner comme point d'atterrissage l'année prochaine, dans quelques jours, pour pouvoir effectivement tous ensemble vivre mieux ensemble. C'est une très jolie conclusion, comme toujours avec Véronique. Challenge, Stéphanie. Non, là, c'est super dur. Désolée. Moi, je dirais juste, ayons confiance en nous et continuons à avancer et à faire bouger les choses positivement. Merci beaucoup. 3 jolies promesses, 3 jolies phrases de conclusion optimistes. Chère Véronique, chère François, chère Stéphanie, merci infiniment de votre présence. Je voudrais présenter toutes mes excuses auprès des gens qui ont posé des questions, parce que nous en avions quelques-unes et le temps qui m'est imparti est désormais terminé. Mais je ferai attention pendant les 2 prochaines tables rondes de faire bien prendre en compte les questions. Et je voudrais saluer également la présence de nos traductrices en langue des signes qui font un boulot absolument remarquable. Je les remercie. Il se trouve qu'en plus, je les connais bien parce que depuis des années, avec 2 d'entre elles, on se croise dans différents événements et elles font un boulot remarquable. Je voudrais les remercier et saluer leur présence avec nous ce matin. Chers amis, merci. Cette table ronde est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous aux uns et aux autres prochainement. Joyeux Noël. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.